Bonjour. Dans cette vidéo et les 3 vidéos qui suivent, nous parlons de design pattern. C'est quoi un design pattern? Si vous regardez sur Wikipédia, vous trouvez sa définition ici. Et la phrase intéressante de celui-là, c'est là, un patron de conception, en français design pattern, est un arrangement caractéristique de modules. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à un moment, après plusieurs années, les gens ont commencé à analyser les programmes, les logiciels qui ont été écrits dans les années passées, et ils ont trouvé qu'il y a toujours quelques patrons, quelques arrangements caractéristiques qui apparaissent dans les logiciels, dans le source code des logiciels. Et à un moment, ils ont commencé à donner des noms à ces arrangements caractéristiques. Et dans ce cours ici, nous parlerons de 4 design patterns que vous voyez ici. Nous commençons avec le singleton design pattern. Et je crois la méthode la plus facile pour comprendre c'est quoi un design pattern est simplement regarder un design pattern. Et nous commençons, comme j'ai déjà dit, avec le singleton design pattern. Je vous donne un exemple concret. Disons, nous voulons imprimer le montant de mémoire disponible dans le JVM sur l'écran. Okay? Et comment on fait ça? En Java, on fait ça comme ça. Il y a une classe runtime. Okay? On appelle la méthode statique de runtime getRuntime. Et cette méthode-là nous donne un objet runtime. Okay? Et cet objet-là a une méthode total memory. Okay? Et si on appelle cette méthode-là, on obtient le montant de mémoire disponible en bytes. Okay? Maintenant, si vous regardez ce code-là, peut-être vous trouvez que c'est un peu bizarre. Pourquoi on doit appeler une méthode statique getRuntime de la classe runtime pour obtenir un objet de runtime? Pourquoi on ne peut pas simplement construire un objet runtime comme ça? En fait, le code ici que j'ai donné ici ne compile pas. Okay? Vous ne pouvez pas construire un objet de la classe runtime avec le constructeur. Vous devez utiliser la méthode statique getRuntime. Pourquoi c'est comme ça? Ok, regardons dans la classe runtime. C'est une classe qui fait partie de la bibliothèque de Java Standard. Ok, ça veut dire c'est quelque chose qui est déjà installé sur votre ordinateur. Ça, c'est le source code que vous trouvez. Le source code est public. Et vous voyez maintenant, vous comprenez pourquoi on ne peut pas construire un objet de la classe runtime, parce que le constructeur, vous voyez ici, le constructeur est privé. Ça veut dire, vous, comme développeur, vous ne pouvez pas appeler le constructeur de la classe. Et vous voyez ici la méthode getRuntime. Qu'est-ce que la méthode fait? Elle ne construit pas un nouveau objet. L'objet est construit une fois ici. Vous voyez? Ce que la méthode getRuntime est, simplement vous donner l'objet. Ok, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi pas simplement utiliser un objet, un constructeur public runtime? Pourquoi ils ont créé méthode statique getRuntime? Réfléchissez un peu. Peut-être arrêtez cette vidéo ici et réfléchissez où est la différence entre avoir un constructeur public runtime et cette solution que vous voyez ici sur l'écran. Et si vous croyez que vous devez trouver une explication, continuez avec la vidéo. Ok, ça c'est l'idée. L'idée est que les auteurs, les gens qui ont écrit la classe runtime ne voulaient pas qu'on peut construire plusieurs objets de la classe runtime. Pourquoi? Parce que la classe runtime, ou un objet de la classe runtime, représente, on pourrait dire, l'état actuel de la machine virtuelle de Java. Par exemple, le montant de mémoire disponible. Bien sûr, il n'a pas de sens d'avoir plusieurs objets de la classe runtime parce que la machine virtuelle a seulement un état actuel. Hein? Vous voyez? Et pour éviter
qu'un programmeur peut construire plusieurs objets de la classe runtime. Ils ont fait le constructeur privé et ils forcent le programmeur d'utiliser la méthode statique getRuntime. Okay? Et si je reviens aux transparences, ça c'est le résultat. Et ce que vous voyez ici, c'est un arrangement, comme un patron typique pour résoudre ce problème-là. Quand vous avez une situation comme ça veut dire que vous avez une situation où vous avez une classe et vous voulez éviter que le programmeur peut créer plusieurs objets de cette classe. Vous utilisez cette construction que vous voyez sur l'écran maintenant. Et ça, on appelle ça une classe singleton. Et le design pattern derrière cette solution s'appelle le singleton design pattern. Et effectivement, le singleton design pattern ou la classe singleton implémente, on pourrait dire, une variable globale. Parce que en Java, vous connaissez les variables globales. Ça veut dire, en Java, vous savez, vous pouvez déclarer des variables qui ne sont pas membres d'une classe. Ça veut dire qu'ils sont accessibles de plusieurs endroits. Et avec le singleton, on fait quelque chose semblable. Okay? Il y a seulement un objet runtime. Je reviens encore une fois au source code. Vous voyez, il y a seulement un objet runtime qui est créé une fois. Et chaque fois que vous appelez la méthode getRuntime, vous obtenez toujours le même objet. Okay? Et parce que, comme j'ai déjà dit, le constructeur n'est pas public, il n'est pas possible de créer plusieurs objets runtime. OK. Le singleton, ou le singleton design pattern, est assez populaire en Java. Chaque fois quand vous avez une situation où vous voulez que seulement un objet existe, par exemple la runtime, mais aussi la classe desktop. La classe desktop fait partie aussi de la bibliothèque standard de Java. Et la classe desktop décrit, ou un objet de la classe desktop décrit l'écran, ou plusieurs écrans, si vous avez plusieurs écrans. Et encore une fois, il n'a pas de sens d'avoir plusieurs objets de la classe desktop. Et vous pouvez regarder la documentation de la classe desktop. Vous voyez, encore une fois, il n'est pas possible de créer en appelant le constructeur, et le constructeur est privé, il n'est pas possible de créer plusieurs objets desktop. Parce que le desktop est implémenté comme runtime, avec le singleton design pattern. OK? Maintenant, faites attention, n'utilisez pas singleton simplement parce que vous avez besoin d'une variable globale. Utilisez le singleton design pattern seulement quand c'est vraiment nécessaire, quand vous voulez vraiment garantir qu'un objet ne peut pas être créé plusieurs fois. OK? Et en fait, c'est rarement le cas. Okay? Si vous écrivez un programme et vous croyez, maintenant j'ai besoin d'un singleton, réfléchissez encore une fois si vous ne pouvez pas éviter ça. Je vous donne un exemple pourquoi vous devez pas utiliser trop souvent le singleton. Je vous montre un programme ici qui utilise le singleton. Okay? Vous voyez, j'ai une classe que j'ai appelée mySingleton, okay, parce qu'il implémente le singleton design pattern. Et encore une fois, j'ai un constructeur privé et j'ai une méthode publique statique qui donne un objet, l'objet ici, de la classe qui est créé ici. Et cet objet-là, il a un membre, il y a une variable username. OK? Ça veut dire, vous pouvez imaginer que la classe ici implémente une variable globale username. Okay? Pourquoi global? Parce qu'il y a seulement un objet de cette classe. Et maintenant, regardez les deux codes ici qui utilisent le username. Okay? Cette méthode ici change valeur de username et cette méthode ici utilise le username. Et pourquoi je dis éviter d'utiliser le singleton comme ça? Parce que
Parce que vous avez ici créé une variable globale et un programme qui utilise beaucoup de variables globales est difficile à entretenir parce que, vous voyez, vous avez créé ici une connexion entre les deux classes ici. En utilisant cette variable globale, cette singleton class, vous avez créé une connexion entre les deux classes ici, mais cette connexion existe seulement dans les deux méthodes. Si vous regardez, si vous lisez simplement très vite, si vous n'avez pas beaucoup de temps, et vous lisez la définition de cette classe ici, la définition de cette classe ici, et si vous ne faites pas exactement attention, vous ne voyez pas directement que les deux méthodes ici utilisent le même username. Okay. Seulement si vous lisez la définition de la classe MySingleton ici, vous voyez que le username qui apparaît dans la méthode method1 est le même username qui apparaît dans la méthode method2. Okay. Ça veut dire, en utilisant le singleton, vous avez fait votre programme plus difficile à comprendre. Ok? Mais parfois, les singletons sont utiles, et comme je l'ai montré avec le runtime et le desktop. Et une autre chose que vous pouvez faire avec le singleton s'appelle le lazy initialization, initialisation paresseuse. Le lazy initialization est une autre design pattern, on pourrait dire, basé sur le singleton, où on crée un objet singleton seulement quand l'objet est vraiment utilisé. Okay? Et vous voyez un exemple ici. Ici, j'ai pris le code de la classe runtime et j'ai modifié un peu. Vous voyez cette fois ici, je ne crée pas directement l'objet runtime. Seulement la première fois, c'est ici, dans cette méthode-là, la première fois que quelqu'un, un programmeur, appelle la méthode getRuntime, vous voyez, j'arrive ici, je vois que le current runtime est null, et seulement la première fois que la méthode est appelée, je crée le nouvel objet runtime de la classe runtime. Okay? On appelle ça un lazy initialization, une initialisation qui n'est pas faite directement, okay? Pas ici, mais seulement au moment où l'objet est vraiment utilisé. Ou quelqu'un appelle la méthode getRuntime parce qu'il a besoin de l'objet runtime. C'est tout.